Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui une courte vidéo à propos de Guy Laliberté, qui est un Québécois qui a fait fortune, qui est devenu milliardaire en créant la compagnie du Cirque du Soleil en 1984. Et bon, c'est quelqu'un qui m'était sympathique à la base, je le connaissais jouant au poker, notamment dans l'émission High Stakes Poker. Alors, il a construit ce qu'il a construit, je veux dire, il n'y a aucun souci avec ça, c'est juste, il y a des choses dans sa biographie qui sont intéressantes. Et il est le même dans la vie, apparemment, qu'au poker. C'est-à-dire, on peut lire en lui assez facilement. Have to think about it, eh? Benjamin looks sick to his stomach here. Il a fait une fuite dans ses propos, qui est quand même relativement importante. Je vais vous lire ça. Et il est propriétaire depuis 2007 de l'atoll de Nuku'tepipi en Polynésie française. En mai 2014, Guy Laliberté confie au Journal de Montréal qu'il veut faire de cet endroit, donc de son île, un abri où il peut accueillir famille et amis en cas de catastrophe. Je cite, « Tranquillement, à cause de tout ce qui se passe dans le monde, je me suis dit que ça pourrait peut-être être la place pour que si jamais il y avait une épidémie ou une guerre globale, je puisse emmener ceux que j'aime, ma famille. Je veux être totalement autonome au niveau fonctionnement, solaire, environnemental, écologique, tout ça. » Alors, j'ai regardé ce qui s'était passé en 2014, je me souvenais plus trop. Il y a eu le début de la guerre dans le Donbass et la tension avec la Crimée. Enfin bon, ça concernait deux pays, la Russie et l'Ukraine, à l'époque. Le 8 août, bon, début de la guerre contre l'État islamique. Intéressant aussi, 8 août, l'Organisation mondiale de la santé décrète la mobilisation mondiale face à l'épidémie de fièvre hémorragique Ebola. Donc il y avait déjà le bullshit à l'époque au niveau des épidémies. Début des émeutes à Ferguson, aux États-Unis. Bon, et puis le reste du courant, franchement, rien de spécial par rapport aux autres années. Si ce n'est que... non, moi mon souvenir c'est que c'était surtout fin 2015 que c'était très tendu au niveau mondial. On avait vraiment l'impression que ça pouvait dégénérer en guerre mondiale. Et de mon souvenir, Poutine avait un peu calmé le feu en empêchant finalement la Turquie, la Syrie de rentrer en guerre. Parce que sinon ça aurait vite dégénéré. Enfin voilà, rien de bien grave quoi. Bon, il y a eu 2 ou 3 crashs d'avions dans l'année. Enfin j'ai envie de dire, dans l'histoire de l'humanité, rien de spécial quoi, vraiment. Et... du coup, j'ai poursuivi un petit peu plus loin dans sa biographie. On voit que, finalement, il a vendu, en 2015, le Cirque du Soleil, après l'avoir porté, le projet, pendant plus de 35 ans. Donc, le 20 avril 2015, un consortium dirigé par la société d'investissement américaine TPG Capital, comprenant notamment l'investisseur chinois Fosun, a acheté le Cirque du Soleil. Alors... on va pas juger parce que, bon, c'est déjà super d'avoir construit une entreprise aussi grosse. Et après, on va pas juger quand les gens ont envie de vendre, ils ont envie de vendre. Mais franchement, pour un Québécois, vendre à des Anglo-Saxons, des Américains et des Shintok, bon, c'est vrai que on a vu mieux, mais bon, chacun fait ce qu'il veut. Par contre, on peut se demander pourquoi la Caisse des dépôts du Québec, qui n'a que 20% des parts, si je dis pas de bêtises, pourquoi ils en ont pas profité pour augmenter leur part dans cette société qui était québécoise. Mais bon, ça, c'est une chose. Et ensuite, en juillet 2020, la compagnie donc, qui avait racheté à Guy Laliberté le Cirque du Soleil est en difficulté financière à la suite du Covid-19, etc., etc. Donc, on voit que ça commence à décliner. Mais pour moi, ce qui est intéressant, c'est que Laliberté, il est intelligent. À mon avis, ce timing-là, précis, c'est une pure spéculation de ma part, je n'ai pas de preuves. Mais le timing précis, là, me fait dire que Laliberté, il était au courant qu'il y aurait une pandémie des années plus tard. Je vous rappelle l'autre partie de l'article. En 2014, il dit... je me suis dit que ça pourrait être la place à vivre pour que si jamais il y avait une épidémie ou une guerre globale, je puisse emmener ceux que j'aime. Ok. Intéressant. Intéressant. Il est assez malin pour, quelques mois plus tard, vendre son énorme affaire. Parce qu'il est milliardaire. Et lui, il s'est vraiment construit à partir de rien, du coup. Ça, c'est clair et net. Donc, c'était quand même son projet, quoi. Finalement, il est malin de vendre à ce moment-là parce que... imaginons qu'il ait reçu une information privilégiée par quelqu'un de haut placé. Comme quoi, non seulement il fallait se protéger, mais qu'en plus, au niveau affaires, voilà, son affaire pourrait couler. Donc finalement, il s'est débarrassé
du truc avant que l'entreprise ne décline dans ses mains. Hein, puisque à partir de 2020, la société nouvellement rachetée, enfin récemment rachetée, commence à être en difficulté. Et ce qui est intéressant sur Guy Laliberté, c'est que il côtoyait bien évidemment les élites. Hein. On va lire une partie de un extrait qui a été publié sur l'actualité, donc qu'on a le droit de lire puisque c'est public. Les fêtes de Guy Laliberté. La vie fabuleuse du créateur du Cirque du Soleil, biographie non autorisée, donc je crois qu'il y a eu des procès, etc. Donc je vous lis un des extraits. Il invite les personnes les plus influentes de la société et les plus riches de la planète, et il les traite comme des rois. De retour dans leur pays, il parle de Guy et de son étonnante hospitalité, et quand le cirque part en tournée dans le monde, il est accueilli à bras ouverts, et cela garantit son succès. C'est un plan marketing brillant, et un bel exemple de gestion de réseau. Alors, oui, je peux m'asseoir ici, vous regarder dans les yeux et vous dire qu'il fait ça parce qu'il a bon. Des cirques, c'est difficile de les faire tourner quand personne ne sort.
évidemment jamais en magasin à Montréal. Il prête attention aux moindres détails dans tout ce qu'il fait, pour ses fêtes comme pour son cirque, sans jamais faire de compromis et sans jamais se préoccuper de ce que ça lui coûte. La Maison de la Liberté à Saint-Bruno, située sur le flanc de la montagne, était un bijou architectural. Il y avait des œuvres d'art dans chaque pièce. Son système de sécurité était l'un des plus sophistiqués au monde, muni de sondes, de caméras vidéo et d'un système d'alarme qui se déclenchait en un éclair au moindre mouvement suspect, à l'intérieur comme à l'extérieur. La Liberté avait son propre lac privé et d'immenses jardins, avec des rangées de grands arbres plus que centenaires. Les invités de plus petit calibre devaient signer une entente de confidentialité avant d'être autorisés à entrer. De magnifiques femmes d'un peu partout sur la planète étaient présentes, tout comme bon nombre d'hommes d'affaires, de personnalités du showbiz ou de stars du divertissement. Les festivités se prolongeaient habituellement durant plusieurs jours, jusqu'à ce que le maître des lieux ordonne à son personnel d'activer le système d'arrosage, signal que la fête était officiellement terminée. La première fois que je suis allé à la maison de Guy, j'ai cru être au paradis, et raconte A.B., une effeuilleuse de Las Vegas, pourtant coutumière de la folie des grandeurs. Tout était si raffiné, si étudié. Je suis allé dans des demeures somptueuses dans les Hamptons, à Long Island, ainsi qu'en Grèce, à Saint-Tropez, mais je n'ai jamais rien vu d'aussi incroyable que le manoir de Guy. C'était comme être au cœur d'une des plus belles merveilles du monde. Tout était permis. J'ai tripé pendant 4 jours. Il y avait des tentes, des roulottes, des chambres aménagées pour dormir. D'autres étaient mises à disposition pour celles et ceux qui voulaient avoir des relations sexuelles. Il y a d'ailleurs eu de nombreuses orgies, j'en sais quelque chose parce que j'ai passé un bon moment avec un couple de riches géorgiens. Ils expérimentaient des jeux sexuels et ils m'ont utilisé comme cobaye jusqu'à la fin du séjour. Nous nous sommes également beaucoup drogués. C'était une sacrée expérience. Comme le voulait la tradition, la Liberté se mettait en scène au petit matin, suivant le début de la fête. C'était sous un tonnerre d'applaudissements qu'il apparaissait sur une plateforme surélevée pour être vu de tous. Il était torse nu, laissant apparaître sur son dos un énorme tatouage qui en surprenait plus d'un. Rapidement, de sa bouche sortaient des flammes, comme lorsqu'il n'était qu'un simple amuseur public au début des années 80. Il rendait ses spectateurs complètement hystériques, suivait de talentueux jongleurs, clowns, acrobates, mais aussi des masseuses et des diseuses de bonne aventure. Tiens. La foule répondait par des clameurs. La Liberté n'avait pas son pareil pour tenir les gens en haleine avec une telle intensité. Petite parenthèse, ça me fait un peu penser... j'ai des images qui me viennent en tête, c'est les fêtes dans le Loup de Wall Street. Il n'avait rien perdu de sa superbe et de son énergie sur scène. Quand Guy apparaissait et qu'il exécutait son incroyable numéro de cracheur de feu, nous devenions tous fous, se souvient Ginette, une assidue de ses fiestas. Personne n'était en reste, tout le monde s'éclatait. Ça nous montrait combien notre hôte était doué artistiquement. Il y avait la drogue, le sexe et tout le reste. Mais ce que je retiens aujourd'hui, c'est vraiment le numéro de cracheur de feu de Guy. C'était à la fois beau et spectaculaire. Un homme d'affaires célèbre à Montréal déclare que assister à la réception de Guy a été l'un des moments forts de sa vie. 3 ans avaient été nécessaires avant d'obtenir le précieux sésame par l'intermédiaire d'un de ses proches en contact avec la Liberté. Il se rappelle que des gens avaient afflué toute la nuit. Dès qu'il était arrivé, il avait été impressionné par les moindres détails. J'ai beaucoup voyagé dans ma vie, mais je n'avais jamais vu rien de tel. À vrai dire, je serais resté 1 mois si j'avais pu, tellement c'était bien. L'ambiance était tout simplement fabuleuse. Il se passait des trucs fantastiques absolument partout, il suffisait de se retourner. Je fumais occasionnellement du cannabis, mais cette nuit-là, j'ai dû me faire une 12aine de joints. Il faut dire qu'ils étaient distribués comme des bonbons. Je me suis également fait plusieurs lignes de coke. Ça ne posait pas de problème de me droguer dans pareil environnement, mais je me sentais bien. Il m'a fallu plusieurs semaines pour m'en remettre, mais je ne regrette absolument rien. C'était la plus grande nuit de toute ma vie. Il arrivait que les invités apportent des cadeaux à la Liberté, mais il n'aimait pas ça. Le plus souvent, il les refilait à d'autres. Son plaisir à lui, c'était de donner et de regarder les gens s'éclater. Donc, il y a une certaine générosité, hein, c'est clair. Guy arborait toujours un large sourire quand il constatait que ses invités prenaient du bon temps, confie un ami proche de la Liberté. Il n'aime pas recevoir, il aime juste donner, des émotions notamment. Je me rappelle le jour où l'une de ses bonnes copines qui vivait à New York l'a appelé pour lui annoncer qu'elle ne viendrait pas à sa fête parce que ses finances étaient trop serrées. Il lui a dit qu'il comprenait. Mais le jour J, il a fait venir une limousine chez elle et lui a offert un billet d'avion en première classe et de quoi s'offrir une tenue de soirée pour qu'elle puisse venir malgré tout. Toutes les personnes qui connaissaient bien Guy vous diront qu'il n'est jamais aussi excité que lorsqu'il sait qu'il va combler ou rendre quelqu'un heureux. Quand vous passez la porte de chez lui, peu importe d'où vous venez, il vous traite comme un roi ou une reine.
La fin de la première partie de la fête était signalée par les stries rosées dans le ciel annonçant le lever du jour. Ne restaient sur place que les amis du cercle très intime de Guy. Tous se connaissaient très bien. Les réjouissances se poursuivaient durant de longues journées, accompagnées de musique, de rire et autres bonnes bouffes dans une ambiance plus cosy. « J'ai noué des contacts que je garderai toute ma vie », dit Denis. « Je ne sais pas comment Guy est parvenu à rassembler autant de personnes d'horizons si éloignés. Ça me dépasse complètement. Un après-midi que nous étions tous là à boire au soleil, j'ai fait la connaissance d'une équatorienne. Elle m'a dit qu'elle avait rencontré la liberté à Las Vegas lors d'un petit déjeuner, à la suite duquel ils étaient devenus bons amis. Guy est l'une des rares personnes qui peut en moins de 5 minutes faire connaissance avec chacune des personnes présentes dans une pièce et se rappeler les noms de tout le monde ensuite. Il aime sincèrement les gens. C'est l'une de ses plus grandes qualités. La Liberté résuma un jour que ces somptueuses fêtes étaient un hommage qu'il rendait aux gens qu'il invitait. Il voulait qu'ils goûtent au sentiment de liberté des années 1960 avec un zeste de modernisme en prime. Il a pris un risque colossal avec tout ce sexe, cet alcool et cette dope, reconnaît Ted, un des nombreux amis de la Liberté. Ça aurait pu lui péter à la gueule si facilement. Il aurait suffi d'une overdose ou d'une plainte pour viol pour qu'il soit traîné devant la justice. Mais les dispositions qu'il avait prises pour éviter que ça n'arrive sont inimaginables. Bien sûr, il avait plein d'agents de sécurité et du personnel en faction un peu partout, mais il était absolument impossible de tout surveiller. Il se contentait de faire confiance aux gens, et force est de constater qu'ils ne l'ont jamais déçu. Je n'ai même jamais vu de bagarre éclater alors que des tas de types venaient avec leur épouse et faisaient de l'échangisme ou s'amusaient avec d'autres femmes. Tout était permis et personne ne semblait protester. Une autre amie de la Liberté se remémore le jour où elle lui avait demandé s'il avait l'intention d'organiser ce genre d'événement encore longtemps. Il s'était tiré le bras derrière la tête en regardant le ciel et lui avait répondu « Jusqu'à ce que je n'ai plus de pouls ». La femme en question, qui faisait partie de l'équipe de planification des fêtes de la Liberté, s'était couchée près de lui toute nue. Mais si elle était dans la mire sexuelle de la majorité des hommes présents, elle n'était pas selon elle dans celle de la Liberté. Tout le monde pense que Guy couche avec toutes les femmes sur lesquelles il porte son regard. Peut-être, mais pour ne parler que de ma propre expérience, je suis ami avec lui depuis presque 9 ans et pas une seule fois il n'a dépassé les limites. Il me traite simplement comme une reine. Bien sûr qu'il couche avec beaucoup de femmes, mais vous, si vous aviez son argent et son pouvoir. Et puis il est faux de penser qu'il couche avec toutes les femmes qu'il rencontre. Bon nombre d'entre nous sommes uniquement ses amis intimes, celles qu'il appelle tous les ans pour l'aider à organiser la fête. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il sait comment s'y prendre. Il n'essaiera jamais quoi que ce soit avec une partenaire potentielle qui ne serait pas consentante. Il a de la classe. Je lui suis extrêmement reconnaissante pour cela. L'une des histoires les plus bizarres que j'ai trouvées par hasard en faisant mes recherches pour ce livre, un modèle de Los Angeles qui avait dépensé toutes ses économies pour venir assister à la partie. Elle avait dû attendre 3 ans avant de découvrir son nom sur la liste des invités de la Liberté. Elle s'était liée d'amitié avec un producteur d'Hollywood qui avait été un temps assez proche du propriétaire du Cirque du Soleil. Elle raconte qu'elle s'était offert 4 ensembles de créateurs, une mise en pli dans le salon, où se rend Paris Hilton à Beverly Hills, et s'était fait refaire les seins pour 6 000 $. Tout ça sans compter le billet d'avion, les frais d'hôtel et de voyage, etc. Elle s'était présentée à Saint-Bruno avec des cicatrices et des marques rouges sur sa poitrine fraîchement remodelée. Elle aurait dépensé 20 000 $ en tout. De retour à LA, la semaine suivante, elle avait envisagé de remplir un dossier de mise en faillite personnelle. Mais sa malchance allait tourner à la suite justement de la rencontre de la bonne personne lors de l'événement. C'est là apparemment tout l'intérêt des fêtes de Guy. C'est que vous avez forcément là où les bonnes personnes dans la soirée. C'est ce qui prouve à quel point les réseaux sont importants et ce qui prouve que ces gens-là le savent. C'est pas forcément la compétence, tout ça qui compte, c'est le réseau, tomber sur la bonne personne. J'ai entendu tellement de choses incroyables à propos des fêtes de Guy la Liberté, dit-elle. Il fallait absolument que mon nom figure sur la liste des invités pour au moins une d'entre elles. Quand mon ami producteur qu'il connaissait m'a appelé pour me prévenir, j'ai passé des semaines à me préparer. Je voulais me faire remarquer. Je voyais ça comme étant l'occasion de ma vie. Je voulais qu'on se retourne sur mon passage. Alors j'ai investi tout l'argent que je possédais, j'ai utilisé toutes mes cartes de crédit. Quand je suis arrivé à la fête, c'était au-delà de tout ce à quoi je pouvais m'attendre. J'ai rencontré Guy, c'était super, il était tellement terre à terre. Le retour à la réalité a été difficile. Je venais de me ruiner pour une seule nuit de folie. Quand je suis revenu à Los Angeles, je n'étais même pas en mesure de rembourser mes dettes. Mais 2 semaines plus tard, un homme à qui j'avais donné ma carte de visite m'a téléphoné. Je lui avais parlé pendant plus d'1 heure de mon désir de faire mes premiers pas comme actrice. Il m'avait informé qu'il produisait des films publicitaires pour un important réseau de télévision.
Il m'appelait donc pour m'inviter à passer l'audition pour une annonce d'un nouveau produit de soins capillaires qui devait être diffusé sur une chaîne nationale. J'ai décroché le contrat et j'ai été très bien payé, en tout cas assez pour éponger mes dettes et pour mettre un peu d'argent de côté. Peu de temps après, j'ai obtenu un rôle dans une série. Ma carrière était lancée parce que j'avais pris le risque de faire le voyage à Montréal pour assister à la fête de Guy, quitte à me ruiner. Avec le recul, je considère que c'est la meilleure décision professionnelle que j'ai prise dans ma vie. Alors que des milliers de personnes profitaient des soirées fastueuses de la liberté, une question restait en suspens. Combien tout cela coûtait-il ? On trouve sur internet des rumeurs sur le montant des frais engagés, variant de centaines de milliers de dollars à 10 millions de dollars. Plus crédible, un ancien patron du cirque affirme que les fêtes de la liberté font partie des dépenses de marketing de l'entreprise et que la facture se chiffre habituellement à environ 3 millions de dollars, ce qui représente pour Guy un judicieux investissement. À ce jour, aussi stupéfiante que ces fêtes puissent être, je suis persuadé qu'elles n'auraient jamais eu lieu si Guy n'avait pas estimé au préalable qu'il pouvait compter sur un important retour sur son investissement, dit l'ancien patron. Ça n'enlève rien à ses qualités d'organisateur de soirée. Ce type est incomparable. Il est meilleur que Hugh Hefner et que n'importe quel planificateur de soirée de remise des Oscars. Alors comment peut-il en retirer de l'argent ? C'est simple. Il invite les personnes les plus influentes de la société et les plus riches de la planète et il les traite comme des rois. De retour dans leur pays, il parle de Guy et de son étonnante hospitalité, et quand le cirque part en tournée dans le monde, il est accueilli à bras ouverts, et cela garantit son succès. C'est un plan marketing brillant et un bel exemple de gestion de réseau. Alors oui, je peux m'asseoir ici, vous regarder dans les yeux et vous dire qu'il fait ça parce qu'il a bon cœur, qu'il adore offrir du bon temps aux gens, mais il le fait avant tout pour que ça lui rapporte. Personne, pas même Guy, ne fait quoi que ce soit sans attendre quelque chose en échange. En l'occurrence, il le mérite, ne serait-ce que parce qu'il a rendu des tas de gens heureux. Les sourires sur les visages sont la preuve que toutes ces extravagances en valaient la peine, que cela ait coûté 3 millions ou 100 millions de dollars. Le goût de la liberté pour les fêtes dispendieuses se perpétue à chaque première de spectacle du Cirque du Soleil, à l'occasion desquels il organise d'étincelants lancements. En novembre 2008, alors que les États-Unis subissaient déjà le ralentissement économique, la liberté n'épargna aucune dépense pour la première du spectacle Chris Angel Believe. Après avoir investi 100 millions de dollars, rapporte-t-on, pour produire ce show orchestrant la rencontre du magicien Chris Angel et du cirque, Guy Laliberté déboursa un autre demi-million pour organiser une fête d'ouverture digne de ce nom. L'entrée était gratuite pour les 3000 détenteurs de billets qui avaient assisté aux représentations de 19h et de 22h ce jour-là. Les gens ressortaient avec un cadeau souvenir, un collier de chien sur lequel était gravé « Believe ». De nombreuses stars étaient également présentes, parmi lesquelles la playmate Holly Madison, par ailleurs petite amie d'Angel, et Mike Tyson, l'ancien champion du monde de boxe dans la catégorie poids lourd. Une fête à couper le souffle. Les invités se voyaient offrir gracieusement des massages, du tabac aromatisé dans un salon de narguilé, des ensembles de maquillage de MAC, des cigares importés. Des boîtes de chocolat aux couleurs cramoisies étaient distribuées. Chacune des mignardises était emballée dans du papier doré et argenté avec l'inscription « Chris Angel Believe ». Des buffets étaient dressés près de la piscine. Il était servi du bar mariné dans une sauce miso, de la paella aux fruits de mer et des portions entières de beefsteak. On trouvait également du foie gras, du saumon fumé pour rester fidèle aux racines canadiennes-françaises du cirque. Les réceptions somptueuses de la liberté étaient en quelque sorte des réminiscences des fêtes somptueuses que donnaient les aristocrates sous l'Empire romain. Ils recevaient des milliers d'invités qui se gorgeaient de vin et se remplissaient la panse de spécialités exotiques telles que du loir farci. Le cirque et les spectacles de gladiateurs dans lesquels des esclaves entraînés combattaient jusqu'à la mort étaient à l'époque les divertissements préférés des Romains. Il n'y a véritablement que deux choses que le peuple désire ardemment, du pain et des jeux, affirmait le poète Juvénal, peut-être le dernier grand satire romain à la fin du 1er siècle de notre ère. Les gens auraient fait n'importe quoi pour assister à ces événements populaires afin de s'évader de leur vie quotidienne. Exactement comme les foules qui viennent au show du Cirque du Soleil. Au début, la liberté réussissait à organiser ses fastueuses réceptions sans trop de difficultés. Mais ces dernières années, les fêtes à Saint-Bruno furent plus chaotiques. Il devait faire face aux menaces répétées des voisins et de la police, explique un ami proche. Il a donc déplacé sa fête annuelle du début de l'été à l'aéroport de Saint-Hubert, et plus récemment il l'a limité à un cercle intime durant le week-end du Grand Prix du Canada, qui ne figure pas en 2009 au calendrier du championnat du monde de Formule 1. Par ailleurs, fatigué des plaintes précédentes, il veillait dorénavant à ce qu'aucune drogue ne soit ostentatoire et resserrait la bride sur l'organisation. On est aujourd'hui bien loin des grands excès. Donc voilà, c'était l'anecdote de vous lire cet extrait des fêtes de Guy Laliberté. Mais dans tous les cas, on peut se dire
En connaissant toutes ces personnes, tout ce beau gratin, est-ce qu'il a rencontré des gens bien placés dans les administrations ou les services secrets qui lui ont dit qu'il y aurait une grosse épidémie quelques années plus tard, voire une guerre mondiale? Voilà, en fait, c'était ça la question principale que je me posais. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.